le grand journal de Télésignal. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition du Grand Journal sur Télésignal. Voici les titres. Les sénateurs ont trouvé un consensus sur la loi électorale. Le président du Concorde confirme pour ce 31 juillet la tenue de la séance consacrée au vote des amendements. L'exécutif, la MINUSTA et le corps groupe réitèrent leur appel au sens de responsabilité des sénateurs du groupe des 6 qui s'opposent au vote des amendements de la loi électorale. La chef de la MINUSTA et le corps groupe se disent confiants que les sénateurs voteront sous peu les amendements de la loi électorale. Ses partenaires d'Haïti saluent l'installation du Conseil électoral provisoire complet et encouragent le CEP à s'acquitter de ses responsabilités avec impartialité. Fin des 3 jours de grève observés par l'Association nationale des magistrats haïtiens pour revendiquer de meilleures conditions de travail. Les activités étaient totalement paralysées pour la 3e journée consécutive dans la juridiction de Port-au-Prince. Graduation ce mercredi d'un 2e groupe de commissaires de l'Académie nationale de police. 36 agents de la PNH ont reçu leur diplôme en présence notamment du chef de l'État, Michel Martelly. Et puis, opportunité d'affaires pour les planteurs locaux de Petit Mille. La brasserie nationale va introduire cette denrée dans sa production. Pour démarrer le projet, une importante délégation a symboliquement participé ce mercredi à une moisson de sorgho à Tomazo, à l'est de la capitale. À l'échelle internationale, 45 morts et une dizaine de blessés. Bilan d'un accident d'avion survenu ce mercredi à Taïwan. Le typhon Matmo qui balaie la région serait à la base du crash. Et puis, journée de deuil national en Hollande ce mercredi. Les Pays-Bas commencent à accueillir les premiers cadavres des 193 victimes de nationalité néerlandaise qui ont péri lors du crash de l'avion de la Malaysia Airlines jeudi dernier. Ces informations et d'autres vous seront développées après la pause. Café Rebo a bail pillage pour Mondial 2014 là. Ou envie gagner, yon fout tête droite, iPhone 5S, laptop, télévision, tablette, billet d'avion, microwave, blender, toaster, frigidaire et latrier. Kembe numéro ou joindre dans sa chair. En puis, branchez télévision avec radio parce que wap ka gagner plus que 80 primes. Boué Café Rebo comme d'habitude. En puis, ramassez cadeau sous sachet Rebo. Wap déjà ou écrit acheter pour gagner. Quand y a un dan, wap une étiquette qui fait un tirage là. Tirage là fait 23 d'août à 2h dans après-midi. Pour plus d'informations, 22 29 63 30. À Rebo, n'a toujours champion. Rebo, les beaux cafés. Rebo, c'est la qualité. Chauffez café, chauffez. Rebo, café PIA. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons.
Merci de suivre le développement du journal. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti et d'autres membres de la communauté internationale en Haïti représentés au sein du corps groupe saluent l'installation des 4 nouveaux conseillers électoraux ayant complété le CEP de 9 membres. Dans une note rendue publique, la représentante, la chef de la MINUSTAH et le corps groupe encouragent les acteurs politiques haïtiens de toute tendance à se rassembler, je cite la note, autour de l'intérêt supérieur de la nation afin d'assurer la bonne conduite du processus électoral. Ces représentants de la communauté internationale se veulent confiants que le Sénat va opérer sous peu les amendements à la loi électorale. Les membres du corps groupe réitèrent leur engagement financier et soutien technique, logistique et sécuritaire au processus électoral en vue de renforcer la bonne gouvernance, les institutions démocratiques et la stabilisation d'Haïti. Le porte-parole du Premier ministre Pierre-Michel Brunache se réjouit, dit-il, des efforts déployés par le gouvernement en place pour faciliter la réalisation des élections dans le pays cette année. Il revient maintenant aux sénateurs de l'opposition de jouer leur partition en vue du déblocage du processus électoral, dit le porte-parole. M. Brunache accuse les 6 sénateurs de l'opposition de vouloir faire obstacle à la tenue du scrutin prévu le 26 octobre prochain. Pierre-Michel Brunache appelle le groupe des 6 du Sénat de la République à faire preuve de responsabilité. Pierre-Michel Brunache participait ce matin à la rubrique L'invité du journal Réveil Info sur Signal FM. Il répondait à Tom Dumont. Définitivement, élection possible à quelque soit parti politique qui veut participer ou qui a préféré pas participer. L'idéal, c'est que tous les partis politiques, tous les partis politiques dans le pays participer à l'élection pour permettre que la population gagne le maximum de choix possible, pour choisir en fonction de conscience, en fonction de l'orientation idéologique. Tout le monde qui va diriger dans le niveau parlement et dans les 4-6 prochaines années. Donc, il est extrêmement important que gagner une participation non seulement de toutes les parties politiques, mais également une participation massive de la population pour permettre que nous ayons une plus grande stabilité et dans les prochaines années. Donc, encore une fois, l'ouverture ou pas inscription dépend exclusivement du Conseil électoral provisoire. Mais tout à fait, va encourager tout le politique pour connaître que ces populations qui va être pouvoir, c'est à travers un bulletin de vote seulement qui est capable d'occuper l'espace pouvoir. L'institution de ténor, justement, l'État décide à partir de votre population. Et tout ça qu'on a fait, c'est encourager le Conseil électoral provisoire pour faire des élections honnêtes, libres, transparentes, inclusives, pour que tout le monde soit capable de sortir à l'aise pour participer. Comme annoncé en titre, les sénateurs ont trouvé un consensus sur la loi électorale à l'issue d'une réunion qui s'est déroulée mardi au Palais législatif. C'est ce qu'a annoncé Simon Dieusseul-Dera, le président du Sénat, qui confirme pour le jeudi 31 juillet la tenue de la séance consacrée au vote des amendements. On séance qui prévoit pour nous reprendre le travail, nous entendons nos sénateurs pour nous faire séance jeudi 31. Donc, la loi électorale là a fait partie de l'agenda qui a discuté. Les sénateurs, ils ont entendu pour voter l'amendement, non? Non, entendre pour voter. Votre sénateur dépend de discussion, il dépend des décisions que même après parce que c'est une assemblée souveraine, donc vote là pas dépend de moi-même mal placé pour me dire si on entend pour voter ou pas, mais sauf que les entend que loi la discussion et vote, donc ça veut dire éventuellement ça va dépendre de satisfaction ou insatisfaction. Beaucoup cas dit que position qui évolue, sauf que Sénat il on noté qu'on a un blocage. Un groupe sénateur qui dit si loi électorale dans l'agenda, il va mettre pied là et un autre groupe qui dit s'il va dans l'agenda, il va mettre pied tout. Quelque nous arrivons à un consensus, 2 groupes sont arrivés chitaillés et nous arrivons à un consensus pour le travail. C'était une séance qui avait fait, pas de quorum et nous avons pour une décision de réunion à huis clos. Moi-même, je dois changer, mais l'autre ne va pas changer. Sauf que je connais qu'il a évolué. Il est capable de pas changer, mais il a évolué. Sur base d'évolution, ça, parce qu'il faut qu'on prenne en compte effectivement qui fait. Donc, monter nouveau bureau. Ma opinion spéciale sur qui est sénateur de bureau, parce que Caribia a supposé une institution autonome, décision interne, pour qui est-ce qu'on a dans le bureau, pas ça, c'est l'autre bagaille. Donc, moi-même, pas une opinion sur ça. Et moi seulement ça lui arrivé, M. Max Mathieu dans notre bureau, arrivé nouveau bureau. Bon, je pense qu'il a une expérience qui a continué sa vie. Il a une expérience comme ancien président KEP, dans un contexte qui était spécial et difficile, dans un contexte coup d'État même, on a dit. Donc ça va permettre que l'expérience soit capable de servir.
Au Sénat, Wester Polycarpe s'interroge sur la tenue des élections à la date du 26 octobre 2014. Le sénateur membre du groupe d'Assis indique que les élections seront possibles au mois de décembre ou plutôt en janvier 2015. Le parlementaire confie que le Sénat planchera bientôt sur les amendements de la loi électorale. Wester Polycarpe conseille à ses collègues de considérer les élections présidentielles de 2015 dans le document amendé. Les propos du sénateur Polycarpe au micro d'Enoch Élisée Cajou et de Jasmin Denis. Mais ça m'a souhaité tout le monde comprendre. Jeudi, nous fin juillet, bientôt août. Si, en vertu de l'article 280, esprit article 289 là, et article 191.1, nous avons un conseil électoral et loi électorale qui aboutit en parlement, quelles que soient ces circonstances-là, l'élection pas qu'à commencer avant décembre 2014, janvier 2015. Partant de date ça, de décembre 2014, à décembre 2015, ça fait 12 mois. En 12 mois, vous connaissez ça qui prévoit là, pour les populations, pour la élection 4 fois en 12 mois. Premier tour et deuxième tour, élection législative avec collectivité territoriale. Et premier tour, deuxième tour, élection présidentielle. Qui nécessairement, élection présidentielle, doit être ouais par ouais dans le mois octobre 2015 pour Pita. Est-ce que tout ça va faire, sénateur qui ont toujours abdurci ses positions pour aller plus rapide pour amender? Voilà, c'est pour ça qu'il y a un groupe 6 sénateurs nationalistes qui te dit que, vu perspective, ça il est important pour nous prendre bien soin pour le conseil électoral là, qui parle bien chance ça pour lui bien monter en vertu de l'esprit article 289 là. Mais malheureusement, nous avons que nous sommes en pente qui vraiment gain danger là-dedans. Mais justement, vous ne pas reconnaître le conseil là. Moi-même, cap par la voie là, nous rendons compte, nous devons connaître très bien que pour l'amendement loi électorale à parler là, nous devons nécessairement tenir compte de l'élection présidentielle là tout. L'ancien ministre des Affaires sociales, Gérald Germain, membre du directoire de la plateforme Unité, appelle le Conseil électoral provisoire à poser des actions qui inspirent confiance aux acteurs politiques. Le responsable politique invite l'organisme électoral à revenir sur les actes posés par l'ancien CEP de 7 membres. Les propos de Gérald Germain sont recueillis par Enoch Élisée Cajou et Jasmin Denis. Idéalement, c'est que nous sommes capables de CEP avec 289 là. Et puis, mais avec ça qui là, nous suivons. Nous allons suivre à l'œuvre parce que ça nous besoin nous-mêmes. Nous avons besoin d'un CEP qui inspire confiance. Il y a pour poser des actions. C'est retourner sur toute décision que ancien CEP bout de main ou bien bout dans la chotte te prend, manque mosso te prend, à savoir que 5 personnes pas qu'à agir comme CEP parce que la loi dit c'est 9 pour le voulier. Donc il faut retourner sur eux pour repédaler le processus parce que l'élection est particulièrement la fête pour le peuple haïtien avec partis politiques qui sont principalement concernés comme acteurs dans l'élection. Rappelons que Gérald Germain fut ministre des Affaires sociales dans le gouvernement de Jean-Max Bellerive. Il est actuellement membre du directoire de la plateforme politique Unité, un des partis ayant boudé le processus d'inscription lancé par le CEP de 7 membres. Les élections seront crédibles et démocratiques en dépit de la non-participation de certains partis politiques, déclare le coordonnateur national de la plateforme politique Réponse Paysan proche du pouvoir. Pour Fednel Monchéry, qui se dit déjà prêt, la bataille électorale se joue sur le terrain. Monsieur Monchéry appelle le Conseil électoral provisoire à prendre des dispositions en vue de permettre à un plus grand nombre de partis politiques favorables à la tenue de 16 août de s'inscrire. En outre, le coordonnateur national de Réponse Paysan demande aux 6 sénateurs de l'opposition de voter la loi électorale afin de faire avancer le processus. Fednel Monchéry au micro de Michel Alexis et d'Éphésiens Mathieu. 3 représentants qui n'ont qu'à EPA, qui se représentent en Parlement, ils ont même en droit, même gens maman doit bailler Timoun manger et Timoun doit exiger pour pas occuper s'il peut qu'au majeur et même gens tout 3 représentants Parlement qui en l'air, ils ont pas qu'au majeur parce que pour qu'on gagne loi électorale là dans donc faut que fait grève, faut que fait mobilisation, faut que écrit Parlement, faut que descendre dans Parlement pour contraindre les sénateurs doter KEPA des lois électorales pour que l'élection en faite de façon correcte. Il y a un parti politique tant que qui de OPL qui te dit que depuis KEPA complété,
yo pour aller dans l'élection. Donc dans ce sens ça, nous demandons président Max Mathurin, qui fait expérience déjà comme président, pour corriger toutes ces erreurs qui passées là déjà. Parce que la nation a fait confiance encore, nous-mêmes nous appuyons et nous souhaitons toujours accompagner dans la tête de l'institution ça et demander tous les autres membres qui sont avec lui, représentants parlement, représentants CSPJ, représentants judiciaires, puis on fait un seul avec le président autour de la loi électorale qui est pour voter et règlement intérieur CEP1 pour organiser élections libres, honnêtes et démocratiques et permettre toute notre pratique pour qu'on inscrit inscrit en dedans KIPA. Autre point à ce journal, la grève de 72 heures entamée depuis lundi par l'Association nationale des magistrats haïtiens touche à sa fin ce mercredi. Ce mot d'ordre de grève a été intégralement respecté dans les 18 juridictions du pays. À l'instar des 2 premières journées, les activités étaient au point mort aujourd'hui au palais de justice de Port-au-Prince. Les magistrats ont brillé par leur absence dans les salles d'audience. Selon le constat de nos reporters, l'Association nationale des magistrats haïtiens entendait par ce mouvement de débrayage, réclamer de meilleures conditions de travail, le renouvellement du mandat des juges d'instruction arrivé à terme, ainsi que la publication de l'enquête sur la mort du juge Jean-Serge Joseph. Parlons à présent de la santé du député de Delma-Tabar, Arnel Bélizière, qui inquiète le sénateur Wessner Polycarpe. Le médecin parlementaire indique que l'état de santé de son patient se détériore à un rythme accéléré. Les conditions physiques et psychologiques du député Bélizière ne lui permettent pas de pratiquer une grève de la faim, explique son médecin traitant Wessner Polycarpe au micro de Enoch Elise Kajou et de Jasmine Denis. Mais nous avons état général là, est relativement dégradé pour si peu de temps. Parce que ça qui passe, c'est que gens de grève gango ça yo, le plus souvent, les gens qui sont habitués à faire, ils préparé non seulement psychologiquement, mais physiquement. C'est-à-dire qu'il y a des régimes alimentaires habitués à faire qui permettent de résister. Ne pas oublier que le rentrer brusquement là-dedans comme ça, c'est comme si nous avons un coureur qui est habitué à courir sprint ou bien courir marathon, un peu où il faut sprinter. Bon, je vais parler ensemble avec lui pour montrer l'inquiétude que je gagne, mais il était déterminé. Donc on est, si une décision politique liée d'abord, je ne peux pas aller à l'autre, même dire quand même pour le réfléchir. Mais comme médecin, vous quitter l'espace là? Ce n'est pas quitter l'espace, c'est surtout réfléchir sur la durée et grève là. Ce n'est pas qui ça capable de prendre qui est important, que qui ça l'a utilisé pendant le pas manger. OK? Il y a 3 substances dans le corps, c'est sucre, c'est protéines avec graisse qui dans le corps, c'est 3 bagages que nous avons utilisé comme source d'énergie pour le vivre. Première source d'énergie, c'est ça, le sucre, hydrate de carbone. Donc, il faut avoir une bonne réserve. Et réserve là, c'est dans le foie, mon gain. Et si vous n'avez pas une bonne réserve au début, là même, on prend dans stock protéines, soit viande. Donc, ça veut dire que le muscle peut dégrader le plus rapidement possible. Ça après net, on parle pas de graisse. Donc, ça veut dire pour le moment, j'ai l'impression que je manqué de réserve sucre, qui fait que pratiquement, à partir de finissement de semaine, ça, on a perdu du poids très sérieusement, puis plus que prévu. Rappelons que depuis lundi 21 juillet, le député de Delma-Tabar, Arnel Bélizière, a entamé une grève de la faim dans la salle de séance de la Chambre des députés. Ce pour réclamer le départ du président du CSPJ, la libération des prisonniers dits politiques. Son état de santé préoccupe déjà son médecin traitant. La grève de la faim entamée par le député Arnel Bélizière depuis lundi prouve qu'Haïti traverse une crise sans précédent de l'avis du secrétaire exécutif de la POHDH, Antonal Mortimé, qui déplore qu'un parlementaire recourt à la grève pour faire passer ses revendications. Toutefois, Antonal Mortimé déclare suivre de près le mouvement de grève du député de Delma-Tabar. On l'écoute. Touché par problème ça, au rentrée et notre concertation avec quelques membres de la plateforme ça. Pour nous analyser ça comme une nouvelle donnée dans la conjoncture là. Bon, nous regrettons le fait qu'un député qui est lui-même a une mission fait loi, voter loi, proposer loi, voter loi, et puis contrôler l'action gouvernement, représenter ces principales qu'on a jeudi à l'obliger à entrer en grève pour demander libération prisonniers politiques, l'obliger à entrer en grève pour demander démission président CSPJ qui était mal entré dans le cours de cassation, il est obligé d'entrer pour demander gens qui entré dans CSPJ mal entré pour sortir. Donc nous regrettons c'est une situation qu'on est arrivé et
sont une situation de crise. Ouais, crise sociétale, mais crise de gouvernance qui gagne dans le pays. Nous enchaînons avec la cérémonie de remise de diplôme à 36 nouveaux commissaires de police qui s'est déroulée ce mercredi à l'Académie de police à Frères. Cérémonie qui s'est tenue en présence notamment du président de la République, de membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, de hauts gradés de la PNH. Le commandant en chef de l'institution policière en a profité pour sensibiliser les récipiendaires sur leurs nouvelles fonctions. Reportage Tom Dumont et Wendy Henry. Le président de la République, des hauts gradés de la PNH, des membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, entre autres, ont assisté à cette cérémonie de remise de diplôme. Occasion pour le directeur général de l'institution policière, Godson Aurelius, de motiver les récipiendaires face aux nouvelles responsabilités qui sous-tendent leurs nouvelles fonctions. Lorsque vous obtiendrez de bons résultats en termes de gestion administrative et opérationnelle, c'est toute la PNH qui sera félicitée. Mais, quand les bavures s'accumulent, vous serez les premiers à être blâmés. Le chef de l'État a fait état des efforts consentis pour rendre l'institution policière plus performante. Michel-Joseph Martelly estime qu'avec cette nouvelle cohorte de commissaires, le climat sécuritaire sera amélioré et le pays plus attractif en matière du tourisme. Vous remplissez un rôle corollaire d'agent de développement. La sécurité, la paix sociale, que par le biais de la PNH, vous aider à établir, rendra notre pays chaque jour plus attractif pour le tourisme et pour les autres investissements créateurs d'emplois et de richesses. Des conférences sur l'éthique et la déontologie. Les crimes organisés sont entre autres sujets abordés au cours de cette session de formation, a précisé le directeur de l'École nationale de police, Francine Moreau. L'éthique, la police communautaire, le droit, le plan d'action annuel, la gestion des ressources humaines, la gestion des communications, la gestion administrative, le leadership, l'optimisation des ressources et la gestion de l'état et de la disponibilité des ressources. La formation a duré 735 heures et s'était concentrée sur la gestion policière. Parmi les 36 récipiendaires figurent également 2 femmes et un commissaire principal. Autre information à cette édition, des déplacés du séisme de 2010 dénoncent l'intervention jugée brutale d'agents spécialisés de la PNH sur des espaces qu'ils occupent dans la zone de Corail, au nord de la capitale. Ces victimes appellent les autorités du pays à intervenir en vue de freiner la situation. Reportage Esaü César et Samus David François. Persécution, agression, brutalité, bref, les mots ne manquent pas aux sinistrés du séisme du 12 janvier hébergés à Corail, Cesles, pour dénoncer l'intervention jugée grossière des agents d'unités spécialisées de la PNH voulant à tout prix les déguerpir. Nous-mêmes, quoi, Cesles, c'est nous-mêmes. Le gouvernement pi méprisé, nous pas jamais jouer un accompagnement, personne monde qui vient porter nos secours dans les actes que nous avons subis. Et nous vivons dans un espace que l'État déclare d'utilité publique, nous avons pile de menaces dans l'espace là. Côté tiré sur nous, yo crasé kay nous, yo bat nous femmes enceintes. Te gen un BI 506 là pour des bouquets qui te venu avec accompagné en motocyclette 22 mai à 10h du matin que yo bat moun, yo crasé kay moun, yo tiré gen handicapé tombé. Désoccuper l'espace, les victimes du séisme de janvier 2010 ne sont pas contre. Toutefois, elles exigent que les procédures judiciaires en la matière soient respectées. Ainsi, elles appellent à l'intervention des autorités de l'État. Les gens qui disent qu'il faut un jugement que la justice bali. Et même les jugements ça l'amène, il n'y a pas de droit pour prendre la police, pour prendre gang armé, pour prendre un examen dehors. Déclaré d'utilité publique à 2 reprises, sous l'administration de René Préval en 2010 et sous la présidence de Michel-Joseph Martelly en 2012, la zone de Corail-Cesles alimente bien des temps de vifs conflits entre les occupants et le présumé propriétaire. D'où la nécessité pour les responsables de l'État d'intervenir pour remédier la situation. La suite du journal dans un court instant.
Moi, c'est Carolina Richer, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014. Moi, j'ai deux commissions EDH Bambano. Première commission, EDH dit pour me dire nous, dans le jour ak mois qui vini là, nous avons plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes, qui c'est clients, qui ont compte légal qui installe la caille nous, ou sinon dans le business nous. Deuxième commission, EDH dit pour me dire nous tout, pour nous joindre plus courant, il faut que nous payions Bordeaux courant nous chaque mois. Bon là, c'est moi qui parle avec nous. Courant ou recevoir la caille, ou sinon dans le business, c'est une production liée. Ça veut dire, il y a l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz, pour mettre dans le moteur, pour faire entretien dans la machine, et dans le réseau de distribution. Il y a l'argent tout qui mettait dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille, coûte EDH l'argent. L'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qui a plus moyens pour nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous-mêmes tout, nous mettons compter sur EDH. De retour après la pause, parlons de cette délégation de la brasserie nationale conduite par la directrice générale de la Brana, accompagnée de l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Pamela White, du ministre de l'Agriculture, Thomas Jacques, et celui du Commerce et de l'Industrie, Wilson Lalo, qui s'est rendu ce mercredi dans la commune de Tomaso, au nord-est de la capitale, dans le cadre du programme SMASH, Smallholders Alliance for Sorghum in Haiti. Ce projet financé à hauteur de 4,5 millions de dollars par la Brana favorise un marché local sûr entre les planteurs de petits milles et les responsables de la Brana. Par cette entente, la Brana procède à l'introduction du petit mille dans la production de la Malta H. Suivez ce reportage signé Michel Depayen et Yvon Saïd. C'est le début de la moisson du sorgho, communément appelé petit mille en Haïti. La directrice de la Brana, José Matisse, l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Pamela White, et des officiels du gouvernement haïtien sont venus célébrer la moisson du sorgho pour saluer les agriculteurs qui cultivent le petit mille à Bois-Léger, une localité située à Tomaso. Ces fermiers bénéficient du programme Smallholder Alliance for Sorghum in Haiti SMASH, une organisation à laquelle la Brana avait alloué en 2013 3,4 millions de dollars pour l'achat de 5 000 tonnes métriques de sorgho. Cette céréale doit remplacer une partie du malt importé pour la production de la Malta H, une boisson énergétique fortement consommée par la population haïtienne depuis 1978. José Matisse est la directrice générale de la Brana. En Haïti, on a commencé en 2012 où la Brana s'est impliquée dans ce projet. La première récolte de sorgho pour Malta H était en 2013. Et aujourd'hui, en 2014, on est très heureux de célébrer le partenariat avec le USAID. Ça nous donne la chance d'aller plus loin et de multiplier le succès de Tomaso. En capitalisant sur les opportunités qui leur sont offertes à travers le programme SMASH, les agriculteurs de Tomaso connaissent une nouvelle vie dans les affaires, selon l'ambassadeur Pamela White. Beaucoup d'entre eux ont déjà élargi leur champ de sorgho de 100% et ont vu leurs revenus augmenter de 70%, a précisé la diplomate. Je vois que la vie de ces fermières-là change. Ils ont plus de travail, la production est meilleure et le revenu augmente. Comme je le dis souvent, Haïti est trop riche pour être pauvre. Avec le support financier de l'USAID, le programme SMASH va être implémenté dans d'autres régions d'Haïti cette année, dont les départements du Sud et du Nord-Est.
La commission communale de Port-au-Prince, de concert avec le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, a procédé ce mercredi au lancement du plan communal de développement de Port-au-Prince. Ce plan, qui s'étale sur une durée de 5 ans, définit les objectifs et le cadre des actions envisagées par la commission communale. Il a été élaboré conjointement avec plusieurs entités étatiques, dont les ministères de la Planification et de l'Intérieur. Reportage Florence Lisney et Max Joseph. Ce plan doit rendre plus efficaces les actions de développement au niveau de la capitale d'Haïti, a déclaré le maire Joseph-Pierre Richard Duplan. Voici quelques objectifs visés par M. Duplan. Il vise la redynamisation des activités socio-économiques, la réhabilitation du patrimoine urbain, la valorisation des principaux sites touristiques, le renforcement institutionnel, la salubrité publique. Dans cette initiative, les responsables ne veulent pas faire cavalier seul. Aussi, le plan reste-t-il ouvert, annonce le maire de Port-au-Prince, qui dit attendre les remorques et la collaboration de tous. Le lancement officiel du plan communal de développement aujourd'hui est donc une nouvelle invitation à l'unité adressée par la commission communale à tout un chacun, afin qu'ensemble nous puissions bâtir de véritables stratégies pour l'avancement de la commune. Une opinion partagée par le directeur adjoint du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Marc Chavannes, qui avoue que ce plan revêt une importance capitale pour l'entité qu'il représente. Le travail à faire n'est pas du ressort seulement du maire, ce n'est pas un travail seulement qui revient à la mairie, mais c'est à toute la société civile. Chacun doit mettre son petit. Les responsables adhèrent à ce plan de développement le 9 avril 2014 par ce projet élaboré conjointement avec plusieurs entités étatiques, dont les ministères de l'Intérieur et de la Planification. Joseph-Pierre Richard Duplan croit et affirme que Port-au-Prince, dont les problèmes se sont aggravés après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, pourra refaire son image. Des commerçants et propriétaires de restaurants de la commune de Pétionville, spécialement ceux de la rue Rigaud, disent déplorer que cette rue abritant de prestigieux cafés-restaurants fait l'objet de gares routières improvisées. Ces hommes d'affaires qui ont rencontré la presse ce mercredi dénoncent cette situation jugée intolérable. Cette pratique constitue un handicap pour le bon fonctionnement de leurs entreprises. Les propriétaires de restaurants de la place appellent les autorités municipales de Pétionville à intervenir pour pallier la situation. Reportage Ludmilla Marc et Mathieu Ephésien. Bus, camionnettes et motocyclettes garées ça et là. Ici, on est à la rue Rigaud, quartier regroupant de prestigieux restaurants dansant à Pétionville, aujourd'hui transformé en un véritable lieu de stationnement improvisé. Une situation que dénoncent certains entrepreneurs de la zone qui disent croire que ce phénomène résulte de l'irresponsabilité des autorités municipales de Pétionville. Pétionville, c'est là où il doit camper du matin au soir. Donc, ça crée des problèmes, là, complètement. Pour nous-mêmes, riverains, là où il go, il crée des problèmes côté que bien de riverains, pas même rentrer la caillou parce que parking est bloqué. Cette situation entraîne un ensemble de retombées négatives sur la zone, dont l'insalubrité et l'insécurité, déplore cette dame propriétaire de restaurant. Elle fait remarquer qu'un tel phénomène diminue l'affluence de ses clients. Son mépris complet, pas jamais une réponse, pas nous solliciter des rendez-vous, il ne va jamais accorder nous quel rendez-vous, il ne va jamais accorder nous rien. Nous retrouvons là depuis 2 semaines, d'ailleurs nous là, nous avons pas de client rentré là, parce que personne ne va fréquenter zone ça encore. Son zone qui vient sentir mauvais, il faut que nous disions aux gens rien. La présidente du comité d'union et de support aux municipalités, Janine Millet, juge opportun que les responsables de la municipalité unissent leurs efforts à ceux des entrepreneurs de la place en vue d'une solution commune à ce problème. On essayait, en tant que commune, en tant que ville, comment nous pourrons résoudre problème circulation, problème de l'eau, problème trafic, problème entreprise à confronter. Rappelons que la mairie de Pétionville avait établi l'année dernière un nouveau plan de circulation pour la commune, visant notamment à contrecarrer le phénomène de gare routière improvisée. Un problème qui semble loin d'être résolu. Il suffit d'emprunter la rue Rigaud pour le constater.
D'anciens occupants du site d'hébergement du marché Tête-Bœuf au boulevard Jean-Jacques Dessalines, incendié le 14 juillet dernier, appellent les autorités concernées à intervenir d'urgence en vue de les aider à se reloger. Les sinistrés se disent abandonnés, livrés à eux-mêmes dans les rues. Suivez les propos de l'un d'entre eux. Son difficulté éclatée après tant de menaces que vous avez fait, nous avons dit qu'il a fait nous quitter le camp. Menace là, c'est simple. Nous avons pour nous organiser un championnat. Parce que nous, dans le camp, il faut nous capables de gagner, ça veut dire créativité, c'est période de vacances. Et nous avons nécessaire pour nous mettre poste au courant. Parce que côté mon a rassemblé, la police doit avoir un contrôle qui s'est fait. Et là, nous sommes allés auprès de poste là. Là, nous demandé ça, ils ont dit nous pas de possibilité pour nous faire championnat. Après ça, nous pas même prendre quelques jours après ça, nous avons dit nous pas prendre une semaine. Avant semaine, nous avons pris. Le président de la commission communale de Port-au-Prince affirme que l'incendie du marché Tête-Bœuf est d'origine criminelle, sans toutefois préciser si une enquête est ouverte pour déterminer l'auteur intellectuel de cet incendie. Joseph-Pierre Richard Duplan annonce que les commerçants victimes ainsi que les sinistrés du camp d'hébergement logés au marché incendié bénéficieront du support économique de la part de la commission communale et du ministère de l'Intérieur. Joseph-Pierre Richard Duplan est au micro de Florence Lisney et de Maxo Joseph. Moi, je dis déjà, je suis responsable, avant de dire un bagage, m'assurer que fait ça m'a dit, c'est un bagage réel que lié. Sans incident malheureux qui arrivait dans l'espace qui était marché Tête-Bœuf. C'est un camp là, et c'est un camp, je ne sais pas comment Dieu fait un bras, mais c'est pas accident que les gens dans le camp mettent du feu, et du feu propagé sur l'espace roi qui est derrière le marché. Nous énumérons, nous avons un chiffre de 170 à peu près. Et mon dans le camp lui-même, il y a 202 familles, mais qui n'est pas vraiment stable. Parce que nous connaissons des camps où il y a des fois un premier recensement déjà, ça fait longtemps, le thermomètre cracheux, vous connaissez à venir sur le pied, ça veut dire qu'il y a un va-et-vient qui fait sur l'espace quand même, qui fait qu'il y a à peu près 202 familles, mais dans du feu là, après incident, nous venons réaliser qu'il y a 215 familles qui ont resté. Il faut que nous réalistes et honnêtes pour avoir une vraie estimation de ça vraiment que vous perdu. Nous avons rencontré la ministre sur ça, pour discuter et pour nous voir comment nous allons dégager un fonds pour vraiment aider un support pour refaire tête pour après perdre ça que vous faites. Et puis, J-3 pour le déroulement du carnaval des fleurs dans la capitale haïtienne. La commission communale de Port-au-Prince entend contribuer à la sécurité des fêtards les 27, 28 et 29 juillet prochains. Le président de la commission communale, Joseph-Pierre Richard Duplan, a annoncé ce mercredi que 257 agents seront déployés dans l'aire du Champ de Mars. Monsieur Duplan invite les fêtards à se défouler sans violence. Monsieur Duplan est au micro de Florence Lisney et de Maxo Joseph. En tant que responsable de ville, moi j'ai mot pas moi j'ai vision pas, moi j'ai aspect sécurité pour tout le monde qui prend plaisir là sans problème et nous participer à la réunion ça de sorte que accent sécurité vraiment me prendre en main pour m'assurer que les gens viennent prendre plaisir dans la commune de Port-au-Prince, il y a pile diaspora qui déplacé qui viennent là prendre plaisir et nous avons tout le monde prend plaisir et de façon safe pour tout le monde, pour ne pas victime. Et nous commençons à avoir des petits problèmes là, mais après-midi, nous allons changer de tenue, parce que nous allons envahir le champ de masse là, nous allons avoir des solutions à problèmes qui sont sur le champ de masse là. Le temps de refermer ce journal juste avant le rappel des principales informations développées. Les sénateurs ont trouvé un consensus sur la loi électorale. Le président du Bancor confirme pour ce 31 juillet la tenue de la séance consacrée au vote des amendements. L'exécutif, la MINUSTA et le corps réitèrent leur appel au sens de responsabilité des sénateurs du groupe des 6 qui s'opposent au vote des amendements à la loi électorale. La chef de la MINUSTA et le corps groupe se disent confiants que les sénateurs voteront sous peu les amendements de la loi électorale. Ses partenaires d'Haïti saluent l'installation du Conseil électoral provisoire complet et encouragent le CEP à s'acquitter de ses responsabilités avec impartialité. Fin des 3 jours de grève observés par l'Association nationale des magistrats haïtiens pour revendiquer de meilleures conditions de travail. Les activités étaient totalement paralysées pour la 3e journée consécutive dans la juridiction de Port-au-Prince. Graduation ce mercredi d'un 2e groupe de commissaires de l'Académie nationale de police. 36 agents de la PNH ont reçu leur diplôme en présence notamment du chef de l'État, Michel Martelly.
Opportunité d'affaires pour les planteurs locaux de Petit Mille. La brasserie nationale va introduire cette denrée dans sa production. Pour démarrer le projet, une importante délégation a symboliquement participé ce mercredi à une moisson de sorgho à Tomazo, au nord-est de la capitale. À l'échelle internationale, 45 morts et une dizaine de blessés. Bilan d'un accident d'avion survenu ce mercredi à Taïwan. Le typhon Matmo qui balaie la région serait à la base du crash. Et puis, journée de deuil national en Hollande ce mercredi. Les Pays-Bas commencent à accueillir les premiers cadavres des 193 victimes de nationalité néerlandaise qui ont péri lors du crash de l'avion de la Malaysia Airlines jeudi dernier. Voilà qui met fin à l'édition du Grand Journal de ce mercredi. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve, vous et moi, vendredi demain. Retrouvez Yves Franck. Bonsoir.